tenue, s'il vous plaît. Et oui, une semaine après les obsèques du prince Philippe, la reine d'Angleterre souffle ses 95 bougies. Aujourd'hui, comme on est très Queen addict sur le plateau, on a décidé d'évoquer ensemble ce qui va se passer maintenant pour cette grand-mère décidément pas comme les autres. Accessoirement, elle va aussi bientôt fêter ses 70 ans de règne. Pour nous accompagner, Sophie Loussoir, c'est un plaisir Bonsoir. De vous retrouver, spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni et proche du monde politique anglo-saxon. À vos côtés, Vincent Mélan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des pages Royauté et Histoire du magazine Point de vue. Alors c'est évidemment un anniversaire très triste pour la reine. Le premier sont son grand amour, 73 ans de vie de couple. Est-ce qu'on a, tant bien que mal, par le biais de Buckingham, des informations sur l'état d'esprit, l'état de santé de la reine? Comment va-t-elle? De toute façon, la reine, globalement, je crois qu'elle va bien. Elle a pas de... elle a 95 ans, on l'a vu samedi. Comme un gardon? Fraîche, peut-être pas comme un gardon, parce que physiquement, il y a toujours un peu de problème. Mais on l'a vu quand même samedi aux funérailles de son mari, qui lui-même en avait 99, qui il y a encore un mois sortait quand même en mauvais état, mais debout de l'hôpital. Donc c'est quand même des gens qui ont un ADN assez bien constitué. Il faut rappeler que sa mère est morte à 102 ans. Et c'est pas le sang royal d'Angleterre, hein, c'est le sang écossais des Bowes Lions, c'est le sang de sa mère. Qui a un des gènes, c'est le whisky. Je pense qu'il y a un truc qui est... Je ne dis pas que la reine en prend, mais je pense que l'ADN de sa mère est un ADN qui est très résistant. Donc, des promenades au grand air aussi. Ouais. En ce moment, pas trop. Non, mais toute sa vie, elle s'est baladée quand même. À Balmoral. Elle a toujours été une grande sportive, elle a toujours pratiqué l'équitation et elle chevauche encore régulièrement à Windsor. Ouais. Donc elle est en forme, elle a même une énergie qui fait pâlir d'envie certains de ses descendants. Elle est toujours à Windsor, là Elle est toujours à Windsor. Et elle va y oui. rester Je pense qu'elle va y rester jusqu'à la fin de la semaine. Et puis la semaine prochaine, elle reprendra sans doute ses fonctions en allant à Buckingham Palace. Elle est à Windsor depuis 1 an et demi, de toute façon. Elle était confinée à Windsor. Donc elle a ça. En plus, elle ne peut pas tellement en bouger pour une raison très simple, c'est que même si les conditions sanitaires s'allègent en ce moment en Grande-Bretagne, il y a un environnement autour d'elle qui a été mis en place il y a 1 an, qui est un environnement sanitaire neutre avec une dizaine de personnes qui ne bougent jamais. Et c'est des gens qui souvent sont célibataires, qui n'ont quasiment pas de contact à l'extérieur depuis 1 an. Alors maintenant, la reine est vaccinée, donc c'est moins compliqué. Mais il y a quand même ce cordon sanitaire. On ne peut pas bouger le cordon sanitaire n'importe comment. David ? Sur la longévité, toujours, cette hygiène de vie, l'hyperactivité, parce qu'elle a toujours été occupée depuis toujours. Oui. Est-ce qu'on a une idée de son régime alimentaire? Parce que la cuisine anglaise ne l'a pas tuée. David cherche toujours... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette agression contre la cuisine Elle a connu le pire de la cuisine anglaise. Maintenant, ça s'est amélioré parce que c'est une cuisine mondiale. Disons qu'elle n'a jamais connu les privations de la Grande Dépression. Oui. Il faut rappeler qu'elle est née juste avant la Grande Grève de 1926 et avant le crash de 1929. Elle s'est mariée en 1947 alors que les privations alimentaires existaient encore au Royaume-Uni. Alors, je ne pense pas que la reine prenne tous les matins un traditional breakfast avec des œufs et du bacon. Peut-être mange-t-elle de l'avoine au petit déjeuner. Comme les chevaux. Le porridge, comme les chevaux, oui. Ça, enlevé de la bouche. Pas dit, moi. Mais la reine fait la cuisine et elle fait des barbecues à Balmoral, en tout cas l'été. Ah oui, mais là où il a raison, c'est que moi, je me souviens, quand j'allais en Angleterre, quand j'avais 10 ans, j'y suis allé tous les étés, et Dieu sait que j'adorais ça, ça me faisait rire, c'était dégueulasse, enfin, on peut le dire. Sauf le petit déjeuner. Ah, si, quand il était bien cuisiné. Non, mais attendez. Alors, moi, je veux bien encore le bacon et les œufs, mais les baked beans, c'est de la boîte. Mais c'est un régal avec le bacon. Non, absolument pas. Il y avait une espèce de saucisse dure. Mais cela dit, on sait qu'une seule chose, la reine d'Angleterre, c'est que la seule chose qu'elle mange tout le temps, qu'elle adore, c'est le chocolat. Ça a été, c'est top. Non, mais tout le monde est d'accord, mais il paraît qu'elle en mange des quantités quand même assez importantes. Ah oui. Donc, ça la rend sympathique. La reine qui est d'une stabilité à toute épreuve, ça c'est probablement sa qualité première. Elle ne s'est jamais démentie et pourtant la route a été longue. Vous avez évoqué sa naissance, la guerre, etc. Et puis il y a eu ce serment fait en Afrique du Sud. Je voudrais qu'on y revienne parce que c'était il y a tout juste 74 ans. Elle venait d'avoir 21 ans. Elle s'exprimait depuis le Cap en Afrique du Sud. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. But I shall not have strength to carry out this resolution alone unless you join in it with me, as I now invite you to do.
21 ans, aujourd'hui 95 ans, 74 ans séparent ces deux images et pourtant on a l'impression qu'elle a toujours tenu sa ligne. Oui, non, elle a changé sa voix, pardon. Elle n'avait pas la même voix. Elle a pris des leçons d'élocution. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a un terme qui est frappant dans son discours. C'est presque limite imperial family. C'était l'époque de l'empire colonial encore. Donc ça donne une idée quand même du changement d'époque. Parce qu'aujourd'hui, l'empire colonial, à l'époque, il y avait quasiment encore l'empire des Indes. Elle reste souveraine quand même de 16 pays du Commonwealth. C'est en train de se terminer. Et je pense que c'est ce qui ne survivra pas à la fin de sa vie. Je ne pense pas que le prince Charles sera empereur du Canada et d'Australie. Alors justement, on va en parler. David ? Mais c'est quand même assez moderne qu'elle dit « je serai votre reine », etc. Mais je ne pourrais pas l'être sans vous. Ce qui est quand même de faire participer les sujets est une formule assez contemporaine. Et c'est vrai que les sujets sont devenus entre-temps des citoyens. Mais il ne faut jamais oublier la déclaration du prince Philippe que je rappelle aujourd'hui lors de son voyage officiel au Canada. La monarchie n'est pas dans l'intérêt du monarque, mais elle est dans l'intérêt du peuple. Si le peuple n'adhère plus à la monarchie, il peut la renverser. Donc la monarchie est fondée sur le consentement et la reine l'a très bien compris qu'elle devait avoir la confiance de ses sujets. Et si elle a changé son image, je crois que ces trois valeurs sont restées la loyauté, la discipline et le patriotisme. Vous êtes fan, vous. C'est beau, hein. Oui, elle est fan. Non, mais elle est fan. Mais quand on en parle aussi autour de nous, etc., il y a très peu de gens, en tout cas au niveau des Français, qui n'aiment pas la reine. Peut-être parce que justement, on n'en a pas. On n'a pas le choix. On est tous nés sous la reine. Non, mais on a choisi. En plus, elle est sympathique. On n'est pas du même pays. Non, mais je veux dire, elle est... connue. C'est comme on a tous connu la reine. Voilà, on a toujours tous vécu avec la reine. Je pense que le jour où la reine sera plus là, ça nous fera tous un choc parce que on n'a jamais connu qu'une reine d'Angleterre. Alors ça nous fera un choc. Est-ce que ça pourra faire aussi un choc ? C'est ce que vous commencez à esquisser tout à l'heure, à la monarchie. Pas à la monarchie, mais à ce qu'il y a autour, oui. Je pense sincèrement que le Commonwealth, déjà cette année, je crois que c'est cette année, c'est la Barbade qui s'en va en disant qu'ils en ont marre. Quelle est la proximité quotidienne entre l'Australie et la reine d'Angleterre ou entre le Québec et la reine d'Angleterre ? En plus, il y a des morceaux qui demandent l'indépendance, même l'Écosse va demander ça. Alors, ça ne changera pas le système, ça ne changera pas la monarchie, ça ne changera pas le roi ou la reine d'Angleterre. Mais en revanche, de la même manière que la reine d'Angleterre n'était pas reine de tous ces pays-là au XVIIIe siècle, eh ben, au XXIe siècle, le roi d'Angleterre sera plus roi d'Australie et du Canada. Mais c'est le propre de la monarchie d'évoluer et de s'adapter. Est-ce que la monarchie court quand même un risque ? Mais non. Mais pourquoi voudriez-vous que la monarchie court un risque ? La raison, elle est très simple. Elle ne court pas plus de risques en Angleterre que la République ne court de risques en France pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas besoin de changer les choses. Tout va bien. Ils ont acquis leur démocratie par la monarchie. Nous, on l'a acquis par la République. Non, mais ils existent sans leur monarchie. Il faut voir. Ils n'ont pas besoin politiquement de la monarchie pour exister. Le cadre constitutionnel, c'est la monarchie. Nous avons une monarchie constitutionnelle qui remonte finalement à la Révolution glorieuse et à la Déclaration des droits de 1689. Donc les pouvoirs politiques de la monarchie britannique se sont réduits comme une peau de chagrin et la reine ne se prononce jamais en matière politique. Elle est devenue le ciment national, l'élément de continuité entre le passé, le présent et l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, l'institution est appelée à perdurer. Il y a quelque chose de permanent quand même. On a vu des photos extraordinaires de ces parures et de ces bijoux de reine. Vous avez une idée de ce qu'il y a dans le coffre-fort de la reine? Je ne parle pas de sa fortune, des terres, etc., mais des bijoux de la reine, de tous ces joyaux qui se transmettent depuis très longtemps. Ça ressemble à quoi, la collection? Je crois que j'ai une idée assez précise, en fait. C'est quand même un peu ma cup of tea. Je vais vous donner un exemple très simple. Enfin, je vais vous faire les statistiques en vrac. La reine d'Angleterre, elle doit avoir à peu près 250 broches. Elle a sûrement une bonne quarantaine de colliers. Il y a bien une quinzaine de diadèmes. Il y a bien 80 bracelets et 200 bagues. Une seule de ces broches, qui est la broche qui est ornée du Cullinan 3 et du Cullinan 4, c'est 2 diamants qui ont été offerts à titre personnel à sa grand-mère, la reine Mary. Cette broche-là a été estimée, une seule, par Harry Winston, je crois, il y a une dizaine d'années, 70 millions d'euros. Oui. Une broche. Aïe. Enfin, c'est la plus grosse, c'est la plus importante. Oui, et en plus, contrairement aux bijoux de la couronne qui sont à la Tour de Londres, ces bijoux-là sont des bijoux personnels. Quels sont les plus anciens? Quel est le bijou le plus ancien qu'elle ait? C'est une bague? Je crois qu'il n'y a pas tellement de choses très anciennes parce qu'il ne faut pas oublier que la famille royale d'Angleterre, au temps de la reine Victoria a quasiment rien hérité de sa famille parce qu'ils étaient cousus de dettes. C'était la banqueroute au 19e siècle que Georges IV avait tout claqué en achetant des choses somptueuses. Donc il y a du mobilier, mais en bijoux, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est depuis la reine Victoria qu'ils ont commencé à reconstituer. Donc tout est neuf, quoi. Il y a beaucoup de choses du XXe siècle, vraiment. Puis il ne faut pas oublier pas une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui venaient de l'Empire.
Et l'Empire, c'est la reine Victoria. Il y a des cadeaux des Maharajas, il y a des choses qui viennent des Indes. Et alors, il y a la couronne de rubis, tout en rubis, des rubis birmans. Alors, pardon, ce qu'on voit là, à l'image, je ne sais pas si ça, c'est la couronne impériale d'État. Donc ça, c'est Crown Jewel, c'est pas elle. Et au centre, vous avez un gros diamant qu'on appelle le Cullinan numéro 2, qui, pour le coup, est à l'État. Il y a le Cullinan numéro 1, qui est une grosse poire en diamant, qui est vraiment grosse comme ça, qui est sur le sceptre. Et le 3 et le 4, qui sont plus petits, enfin comme ça et puis comme ça. Ça fait une broche, qui est cette fameuse broche à 70 millions dont je vous parle. Donc... Et la couronne qu'elle porte là précisément sur cette photo, c'est celle qu'elle porte pour les grandes occasions, qu'elle ne peut plus porter, je crois, parce qu'elle pèse extrêmement. Non, c'est la Elle plus la porte légère. pour l'ouverture du Parlement, mais la dernière fois qu'elle a ouvert le Parlement, elle ne portait pas cette couronne qui était portée par un page sur un petit coussin, parce qu'elle est lourde quand même à porter. Et pour l'anecdote, lorsque elle est devenue reine pour le couronnement, elle s'entraînait à Buckingham Palace, alors que le prince Charles avait 3 ans, à porter une couronne. Elle portait la couronne de Saint-Édouard, qui est un truc en or assez moche d'ailleurs, mais qui est beaucoup plus lourd. Celle-là fait à peu près 1 kilo, l'autre fait 2 kilos. Donc même le jour du couronnement, en revenant de l'abbaye de Westminster, elle portait sur sa tête cette couronne-là. Et c'est avec cette couronne-là qu'elle est apparue sur le balcon du palais de Buckingham. Mais à l'abbaye de Westminster, ce qu'on lui a mis sur la tête, c'est la couronne de Saint-Édouard, qui est... Enfin, c'est un symbole, parce qu'en fait, ils ont tout détruit après avoir décapité Charles Ier. Donc on a tout reconstitué un peu plus tard. Mais des couronnes, de toute façon, à la Tour de Londres, je crois qu'il y en a 8 ou 9. Enfin, mais ça, c'est pas personnel. D'accord. Ça appartient à l'État. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ah, ça appartient à l'État. Ça, c'est personnel. C'est mignon, ça. Merci pour ce commentaire, Gérard. Oui, c'est vrai qu'elle est charmante. C'est celle des rubis birmans, c'est celle-là. Oui, mais des rubis birmans en diadème, je crois qu'il y en a 3. Mais collier, il y en a 4. Là, vous me posez une... Non, mais je vous assure, ça vous donne une idée de l'ampleur de tout ça. D'accord. En plus, pour une raison très simple, elle a tout ça parce que la reine est le seul personnage, peut-être en Europe, qui ne paye pas de droit de succession. Ça veut dire que quand elle... Tout ce qu'on lui donne, que ce soit sa mère, sa cousine germaine ou vous, si elle hérite de vous, elle ne paiera aucune taxe. Pauvre. Non, mais ça vous aide à constituer des collections. Le prince Charles, il n'y aura pas de succession quand il héritera de sa mère. Il n'y aura pas de droit de succession quand il héritera de sa mère parce qu'il sera roi. Alors, dans les journaux anglais d'hier et d'aujourd'hui, j'ai lu que la succession était un sujet de réflexion et qu'il pensait, alors que Charles n'en avait pas très envie, mais qu'il serait obligé d'y aller. Organiser la régence, ouais, enfin, on pensait à la succession et que ça pourrait être une succession plus répartie entre les hommes de la famille. Sophie. Il a 72 ans. Il s'est retiré pour quelques jours dans sa maison de campagne du Pays de Galles pour réfléchir justement à cette succession. La reine a convoqué en tout cas son fils et son petit-fils, le prince William, pour réfléchir à la répartition des rôles au sein des membres de la famille royale parce qu'il va falloir redistribuer finalement toutes les tâches qu'exerçait le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Et certains membres de la famille sont appelés à jouer un rôle plus important, notamment le prince Édouard et la comtesse de Wessex, qui vont monter dans la hiérarchie royale. Le petit frère... Le cadet. Oui, le cadet. Parce qu'Andrew, lui, est sorti du jeu. Andrew est allé rendre visite à sa mère au château de Windsor pour lui offrir 2 petits chiens ce matin pour son anniversaire, mais il n'exercera pas de fonction officielle après l'affaire Epstein. Alors, est-ce que on en sait un petit peu plus sur cette passation de pouvoir ou pas Mais je crois, non, mais il n'y aura aucune passation de pouvoir. De toute façon, la passation de pouvoir, elle a déjà en grande partie eu lieu. La reine s'est installée à Windsor il y a 1 an. Évidemment que le prince Charles et le prince William et son épouse, la duchesse de Cambridge, font beaucoup plus de choses qu'ils n'en faisaient auparavant. Le duc d'Édimbourg s'est mis à la retraite officiellement il y a 2 ans. Donc c'est vrai qu'il était boulimique de travail. Donc il y a plein de choses qu'on a mis en place. En plus, encore une fois, je pense que la question ne se pose pas. De toute façon, la reine est déjà dans les faits déchargée d'énormément de choses. Elle a 95 ans, elle en est consciente, elle n'abdiquera jamais. Elle restera vraisemblablement à Windsor, quitte à aller passer 1 fois par semaine ou 2 fois par mois la journée à Londres si elle a envie, pour des trucs de boulot. Mais toutes les fonctions représentatives, les voyages à l'étranger, quand ils reprendront, les audiences d'ambassadeurs, les décorations. Vous savez, une remise de décoration au palais de Buckingham, ça dure 2h30, 3h, parce que vous en avez 500 à faire dans la foulée. C'est très éprouvant. Donc elle ne peut pas le faire de toute façon. Mais ça ne change pas le fait qu'elle est la reine et chef d'État. Elle a renoncé aux visites au long cours en 2013. Sa dernière visite d'État était pour la France en 2014. Et maintenant, elle a passé la main officiellement au prince Charles, qui est le chef du Commonwealth. Mais pourquoi elle n'abdique pas ?
Elle ne veut pas abdiquer parce qu'elle a promis à son peuple qu'elle veillerait sur eux et assurerait son rôle pendant toute sa vie. Et comme elle l'a dit, c'est un travail à vie. Elle a donné quand même. Alors, elle a une foi profonde en Dieu, en son pays et en le Commonwealth et en sa fonction. Et si elle avait dû abdiquer, elle l'aurait fait il y a 15 ans. À quoi ça servirait d'abdiquer maintenant? De toute façon, le plus gros des obligations est déjà transmis. Moi, je suis toujours surpris de voir à quel point les Anglais nous regardent comme des grenouilles et comme nous, on les regarde comme des gens invraisemblables. Ils ont un régime qui est comme ça, c'est leur. Nous, on a un régime qui est le nôtre. De deux côtés de la Manche, on se regarde en disant ces Français sont hallucinants. Et nous, chaque fois qu'on voit l'Angleterre, on se dit mais c'est pas possible, ils ont une reine. Mais on est presque aussi attachés à leur monarchie qu'ils le sont à la leur. Ah, c'est plus rigolo. Hein. Ah oui. On aime bien les regarder quand même. Tenez, regardez cette rencontre entre la France et l'Angleterre. C'était en 1974 avec un certain Georges Pompidou. Monsieur le Président, je vous suis très profondément reconnaissante de votre accueil et de la réception si chaleureuse que vous-même et le peuple de Paris nous avez réservée. Ces instants, fort émouvants pour nous, témoignent aussi de façon significative de l'épanouissement des relations entre nos deux pays. C'était en 1972. Ouais. Avec un français parfait. On avait relevé la semaine dernière le français parfait de Philippe Mountbatten, mais là, elle était patente. C'est quand même frappant parce qu'à l'époque, tout le monde parlait français. Aujourd'hui, la jeune génération n'en parle pas un mot. Non, le prince Charles parle très bien français. Je vous parle de William. Mais en revanche, William ne parle pas français. Et le prince Charles ne parle pas français comme son père et sa mère. Hein. Son père avait un accent quand même absolument impeccable. Mais il avait fait une partie de ses études à Saint-Cloud. Ce qui était drôle, c'était les relations Mitterrand. Ils avaient l'air de s'entendre vraiment très, très, très bien tous les deux. Le président Mitterrand s'entendait quand même avec tout le monde, non? Quand on les... Non, là, c'est... Ouais. Non, mais je veux dire, c'était pas quelqu'un qui était opposé à la para et au... Moi, je me souviens du sommet de Versailles à l'époque du président Mitterrand, c'était quand même somptueux. Le président Mitterrand, il était plus à l'aise du fait de son étiquette socialiste avec un certain apparat que des présidents de droite à qui on aurait pu reprocher. Dieu sait qu'on l'a reproché au président Giscard d'Estaing, alors qu'ils n'étaient pas plus... donc, je crois que le président Mitterrand, c'est vrai qu'il pouvait aborder ça avec plus de facilité. On avait évoqué la semaine dernière l'enfant préféré du prince Philippe, vous vous en souvenez, c'est la princesse Anne, hein, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on sait si la reine a une préférence parmi ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants? On dit que la princesse Anne était l'enfant préféré du prince Philippe. Cela dit, on dit beaucoup qu'au cours des 15 dernières années, celui qui était tout le temps là avec son épouse, c'était le prince Édouard. Parce que le prince Édouard et son épouse, la comtesse de Wessex, qui étaient très proches de la famille royale, c'est quand même eux qui, dans la proximité, devaient être là le plus souvent. Parce que la fameuse photo qu'on a diffusée la semaine dernière, qui se passait en Écosse, où on voit la reine en kilt assise dans une prairie avec le duc d'Édimbourg. Alors on va la voir, cette photo qui est très jolie. C'était la photo préférée de la reine. C'est prise par la comtesse de Wessex. C'est prise au cours de vacances en Écosse. Donc de la femme de l'épouse du prince Édouard. Donc en quotidien, c'était eux. Bon, lui, la reine encore, elle peut avoir cette allure-là. Le duc d'Édimbourg, avec ce gentil sourire, c'est pas vraiment. Il était très. Plus raide que. Très. Il y avait beaucoup d'allure, il était très beau, mais ce n'était pas le type qu'on voyait sourire comme ça. Je voudrais qu'on en revienne à cette journée d'anniversaire pour la reine. Est-ce que Harry, parce que ça fait aussi l'objet de beaucoup de questions dans les journaux, oui, il est parti hier. Oui. C'est confirmé. Ah oui, je crois que moi je l'ai vu dans la presse anglaise ce matin, enfin là, il y a 2 heures, je regardais. Je pense qu'il était indésirable. Il a été accueilli avec beaucoup de froideur lors des funérailles de son grand-père. Kate, la duchesse de Cambridge, a essayé de lui parler et de recoller les morceaux avec son frère, mais elle n'y est pas vraiment parvenue. Et la princesse Anne ne lui a même pas dit bonjour. Je ne suis pas sûr qu'il était indésirable auprès de sa grand-mère. Je pense Pourquoi être parti la veille de cet anniversaire? Ça fait tâche quand même sur le papier. Si vous voulez, moi, pour le coup, il y a un truc que je ne comprends pas, là. Et donc, de la même manière, je ne comprends pas qu'il ne soit pas revenu à un moment ou à un autre voir son grand-père avant qu'il meure. Enfin, je comprends pas ce qui se passe là. Est-ce qu'il est manipulé par Meghan? Je sais pas. Moi, est-ce qu'il est manipulé par cette intrigante? Je comprends pas. Non, mais les Français ont choisi. Entre la reine d'Angleterre et Meghan, les Français ont choisi évidemment la reine d'Angleterre contre l'intrigante, la manipulatrice. Mais je crois que c'est vrai quand même, non? Je crois qu'elle est un petit peu comme Wallis Simpson avec le duc de Windsor. Vous savez, moi qui me souviens quand même de Diana et de l'époque Diana, de la mort de Diana, je pense surtout que l'époque a changé. À l'époque de Diana, le monde était heureux. C'était les années 90, on s'en fichait éperdument de ce qui se passait. La princesse qui pleurait, on trouvait ça sympathique. Aujourd'hui, après 1 an de Covid, tout le monde qui a une vie quand même très compliquée,
Meghan qui pleure, je suis pas sûr que ça nous mobilise ça a autant. tellement fait pleurer dans les chaumières, Voilà, finalement. je crois que c'est Ça ça. détonnait. C'est pas la même époque. Donc, Est-ce qu'il y aura une recomposition? Parce que Harry et Meghan, au départ, me semble-t-il, ils voulaient un rôle plus actif dans cette firme, dans ce business-là. Ils étaient en 7e position dans l'ordre de succession. Lui, il avait peut-être envie de faire plus. Elle avait envie de moderniser tout ça. Puis ils se sont cassés les dents. Est-ce qu'il n'y a pas un espoir qu'ils reviennent et qu'ils refassent quelque chose? C'est terminé. Non, Pour l'instant, cuit, c'est là. terminé. Ils sont évincés. À tout jamais, et je disais, comme c'est vraiment le prince Édouard et la comtesse de Wessex qui vont prendre le dessus, et peut-être les 2 filles du prince Andrew, la princesse Eugénie et la princesse Beatrice, peut-être. je ne crois pas qu'ils aient été évincés. Je pense qu'ils se sont évincés tout seuls. Oui. C'est comme personne n'a donné c'est quand même eux qui ont tiré l'épée de tous les côtés. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'ils ont raison ou tort. Enfin, l'initiative, en plus. Lui a clairement, je pense que s'ils étaient restés, ils auraient clairement eu le truc. Sa seule excuse, et c'est sa non énorme excuse, franchement, c'est que la place de numéro 2, c'est quand même une place épouvantable. La princesse Margaret était très mal à l'aise parce qu'elle était là. C'était pas de sa faute, c'était comme ça. Quand vous avez votre sœur aînée ou votre frère aîné qui est tout, le futur roi, devant qui tout le monde s'incline, qui aura tout le pouvoir, tout le truc, puis vous êtes le deuxième, on vous garde parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir, puis il y a vos neveux qui naissent, puis vous n'êtes plus rien. La deuxième place, ça a toujours été un truc épouvantable. Donc ça, c'est sa grosse excuse. Oui, mais regardez, la princesse Anne, elle a la 2e place. Non, elle l'avait pas. C'était le prince Andrew qui l'avait parce qu'à l'époque, les femmes arrivaient après les garçons. Donc à l'époque, la princesse Anne, elle était la 4e. Oui, non, mais enfin aujourd'hui, la princesse Anne a organisé un relais auprès de sa mère pour qu'elle ne soit jamais seule. Et ce relais rond auprès de la reine. C'est constitutionnel. C'est pas un rôle Puis constitutionnel. Andrew, il est cuit avec ses histoires de fesses. Ah oui. Et de pizza. Non, mais moi, ce que l'histoire de je la veux dire, pizza, c'est quelque chose. c'est que le seul personnage important dans tout ça, c'est le futur roi. Donc quand vous êtes C'est le frère Charles du futur roi, Charles c'est Charles et William. Oui. Donc c'est difficile de vivre à côté de ça. Et le William- prince Andrew, il n'a pas très bien vécu sa place de 2e. Et toujours pour se projeter un petit peu dans la suite, le jour où ce sera William avec Kate, est-ce qu'ils ont les épaules, est-ce qu'ils ont le soutien du peuple britannique? William, je sais pas. Mais alors, vu la manière dont la princesse Kate s'est conduite au moment des funérailles, avec à chaque fois le geste juste, la photo juste, les larmes justes, les talons justes, la robe juste, charmante. Enfin, je vous dis, on est quand même en train de la comparer à une sainte en Grande-Bretagne. Dans les journaux, on dit qu'elle a, ils ont même fait tout un truc en disant qu'elle avait réconforté le prince Charles à la sortie de l'église en lui faisant un bisou sur la joue, qu'elle avait essayé de réconcilier William et Harry. Je veux dire, elle a quand même une énorme Ça qualité. ne sera jamais la reine en tant que telle, là. mais la reine consort qui Non, risque ce sera pas la d'attirer la reine, lumière. mais ça peut être la reine-mère. Vous savez, la fameuse Queen Mum, qui était ce personnage emblématique que tout le monde adorait, elles avaient la même qualité, c'est qu'elles aiment le job. Elles sont faites pour le job. Elle est faite un peu du même bois Mais- En 10 qu'Élisabeth. ans, exact. Non, pas qu'Élisabeth. Que la reine- Et la reine-mère, Élisabeth. Oui. Queen Mom. Mais en 10 ans, elle a fait un sans faute. C'est-à-dire qu'elle a appris le métier aux côtés de la reine, aux côtés du prince Charles et du prince William. Et elle a été une image, en effet, de la princesse parfaite lors des funérailles, mais depuis longtemps, même au moment du jubilé de diamant, en 2012. Et elle est très populaire chez les Britanniques, qui voient en eux un petit peu un couple idéal avec Oui, puis elle est leurs jolie. 3 enfants. Parce que sûrement, elle est quand même très, très, très jolie. Enfin, je veux dire, Oui, ça, très jolie. Ça aide. Et puis elle est élégante. Mais je trouve que c'est drôle. En fait, c'est une famille de maîtresses femmes. Quand on voit un peu, c'est C'est vraiment une elle dynastie très féminine, Mais en oui, tout cas. mais ce qui m'a choqué, C'est dans tout les le problème du duc d'Édimbourg. Mais ce qui m'a choqué, c'est aux funérailles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des maîtresses femmes. Et quand on va aux funérailles, il n'y a que les hommes, à part la princesse Anne qui défile derrière le cercueil. Ouais. Et toutes, elles sont toutes le long. Cela dit, je mettrai un petit bémol. Je pense que William, c'est pas incommode. Hein. C'est pas un... C'est pas incommode. Mais Prince Vous William. faites une Oui. moue en disant ça. Non, mais moi, ça me fait rire. Mais je pense qu'il doit avoir un sacré carafon. Ah C'est oui pas quelqu'un qui doit me laisser marcher sur les pieds. Je pense que c'est un couple où ça doit quand même Pulser un petit peu. pulser. Mais vous voyez, le prince Philippe disait toujours on ne pleure pas, never explain, never complain. À ses funérailles, on a vu la reine pleurer, le prince Charles pleurer derrière le cercueil de son père. On a vu également la comtesse de Wessex essuyer ses larmes. C'est le règne de l'émotion qui vient chez les Windsor. Est-ce que cette émotion, c'est des regrets? Parce que c'est quand même des taiseux, c'est pas des gens qui communiquent énormément. Le Ils prince communiquent Philippe- beaucoup, mais pas leurs sentiments. Oui, enfin, voilà, enfin, le folklore
auxquels nous avons accès montrent des gens plutôt mutiques dans l'exécution des enfants. C'est pas une famille de pieds noirs, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Et donc, est-ce que les larmes sont aussi des larmes est-ce que les larmes sont des larmes de regret? Est-ce que c'est des larmes on s'est pas dit ce qu'il fallait se dire? Est-ce qu'on est passé à côté de certains moments? Vous êtes sur les non-dits, c'est ça? Ben oui, les non-dits, parce que souvent on pleure de regret. Il paraît que le prince... comme disait la reine, le prince Philippe a invité 2 fois, quand il était à l'hôpital, le prince Charles. Est-ce qu'on sait ce qui s'est dit ou... Vous savez, moi, je crois que c'est vrai aussi ce que vous dites. Les relations du prince Charles, par exemple, et de son père, le prince Charles, il y en a d'autres, il y a 20 ans, n'étaient pas ce qu'elles étaient l'année dernière. De toute façon, dans toutes les familles, vous avez des moments tendus entre les générations, puis avec le temps, ça peut se conduire. C'est vrai que les relations du prince Andrew, qui était quand même le fils que tout le monde citait en exemple, elles ne devaient pas être géniales, parce qu'il a quand même fait des tas de bêtises. Donc, c'était très compliqué de le catégoriser comme ça d'une manière aussi nette. Je pense qu'il y en avait, certains d'entre eux peut-être avaient remis un peu des choses en place avec leur père, puis d'autres peut-être moins, j'en sais rien.